Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans Bienvenue en Ile-de-France, émission spéciale patrimoine. Aujourd'hui, patrimoine naturel, patrimoine architectural. On va d'abord parler des espaces verts et des randonnées incontournables de notre région. Et oui, il n'est pas forcément nécessaire de parcourir des milliers de kilomètres pour prendre l'air et puis pour se reconnecter avec la nature. Les parcours, en tout cas, ne manquent pas et souvent d'ailleurs à proximité immédiate avec Paris. On évoquera également la 9e édition des Jardins ouverts. Comment justement allier nature et culture. Voilà en tout cas une formidable occasion, on vous en parle dans un instant. On consacrera également une partie de cette émission au plus beau château d'Île-de-France. Pas tous, évidemment, ils seraient trop nombreux, mais 3 d'entre eux proposent des visites inédites cet été. Geoffroy Caillé les a testés pour nous. Il nous en dira quelques mots. Bienvenue en Île-de-France, c'est parti. Et sans plus tarder, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner tout au long de cette première partie. Alice Bougeret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, présidente de la commission culture. On va parler avec vous de cette nouvelle édition. C'est la 9e déjà des Jardins ouverts. Elle bat son plein depuis samedi 5 juillet, et pour tout l'été en tout cas, jusqu'à la fin du mois d'août avec une programmation culturelle très fournie. On en parlera avec vous. Christophe Decloux également est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint en charge du tourisme chez Choose Paris Région, et vous nous expliquerez notamment comment notre région et en particulier notre capitale se situe dans le marché du tourisme national, du tourisme international également. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Martini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes plus connu d'ailleurs sous le nom de Tolt Around the World. Vous êtes créateur de contenu spécialisé dans le voyage, et notamment d'ailleurs les voyages bas carbone. On va en parler ensemble. Vous cumulez plus de 340 000 abonnés sur YouTube et sur Instagram. Vous avez également fondé votre média, ça s'appelle Ourail, et c'est un média qui est disponible en ligne. Et puis Renaud Charles, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes rédacteur en chef du média Enlarge Your Paris, site d'information consacré à la culture et aux initiatives justement, des initiatives positives dans le Grand Paris. Alors ça ne vous a pas échappé, ça y est, l'été est là, il bat son plein, avec lui évidemment les épisodes de forte chaleur. Mais justement, aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu l'air, on va essayer justement de regarder quelles sont les propositions de notre région autour des randonnées, notamment. Un mot pour commencer avec vous, Christophe Decloux, parce que vous suivez évidemment attentivement les tendances de l'été. Ça y est, ça a débuté, la haute saison est là, et les chiffres sont plutôt encourageants. La fréquentation touristique est plutôt à la hausse cette année. Elle est à la hausse par rapport à l'année dernière, qui était la période des Jeux. On a déjà atteint plus de 19 millions de visiteurs en région Île-de-France. On a une progression assez importante par rapport aux visiteurs internationaux, un peu en retrait sur les visiteurs français, mais par exemple on est à plus 11 avec les Britanniques, plus 6 avec les Américains du Nord, donc oui c'est parti. Alors justement, vous avez évoqué ce tourisme international, est-ce qu'on a une idée de la proportion que ça peut représenter entre les touristes qui viennent de l'étranger et puis ceux qui viennent d'un peu partout en France? Ah oui, c'est quasiment du 50-50, donc on a beaucoup de Français évidemment et des Franciliens qui visitent notre destination. Et on a à peu près, alors ça dépend des périodes, mais en particulier l'été où il y a plus d'internationaux que de Français dans la capitale et dans sa région. Mais sur l'ensemble de l'année, on est à peu près à 50-50. Mais il y a quand même une hausse en tous les cas de la fréquentation touristique, c'est pas une surprise, c'est un effet JO très, très classiquement? Un effet JO, je pense que au niveau de l'expérience, oui c'est un effet JO, de la mise en avant des sites où il y a eu des stades l'année dernière. Maintenant, l'année record était en 2019 avec plus de 51 millions de touristes. Encore une fois, nous, on ne va pas faire de la course à l'échalote sur le volume, mais on est parti sur un trend qui va aller entre 49 millions et 50 millions cette année si tout va bien. Alice Bougeret, cet effet JO justement dont on parle, c'est vrai qu'il est là, il est très présent, on le voit dans les chiffres. D'ailleurs, c'est le cas en Ile-de-France, c'est le cas à Paris tout particulièrement, mais c'est le cas un peu partout en France d'ailleurs. C'est quelque chose que l'on avait anticipé, qu'on avait vu venir. Est-ce que cet effet JO est aussi fort que ce qui était attendu?
Aussi fort, peut-être pas assez, c'est jamais assez, parce qu'évidemment, je pense qu'on espère tous de capitaliser le plus possible et le plus longtemps possible sur voilà, la valorisation de notre belle région. Mais je pense qu'il y a eu, c'est aussi ça, ce qu'on appelle un peu l'héritage des Jeux, finalement. Il y a eu beaucoup d'argent investi, beaucoup de médiatisation de la région, de ses infrastructures, de la capitale, évidemment, par le monde entier. Donc là, on est en train un peu de récolter les fruits, et je crois que ça va durer quelques années. Donc c'est une très bonne chose. Oui, il faut que ça aille crescendo. Benjamin Martini, justement, vous qui êtes influenceur, c'est comme ça qu'on dit, influenceur dans le domaine du voyage, vous allez nous expliquer d'ailleurs exactement en quoi ça consiste précisément. Mais cette hausse, en tout cas, de la fréquentation, suite à un événement comme ça d'envergure internationale, on parle des Jeux Olympiques, ça peut être le cas d'une Coupe du Monde de football par exemple, ou bien d'autres événements, des championnats du monde. C'est quelque chose sur lequel vous jouez dans votre travail quand on est influenceur comme cela. Vous surfez vous aussi un peu sur cet effet JO? Eh ben, très honnêtement, pas trop. On ne l'a pas beaucoup fait. C'était peut-être une erreur d'ailleurs de notre part. C'est vrai qu'on n'a pas assez anticipé. Mais après, comme on s'adresse à une audience francophone à 100%, finalement, il y a beaucoup de Français. Et donc, les Français, on n'a pas spécialement besoin de leur faire connaître, je pense, la France. Tout l'enjeu, c'est plutôt d'essayer de leur montrer qu'effectivement, il y a des imaginaires à changer et que partir aux quatre coins du monde, c'est pas forcément la garantie de passer des meilleurs moments que de rester en France. Et c'est en ce sens effectivement que vous travaillez notamment sur tout ce qui est voyage bas carbone. On va en parler parce qu'on a envie de s'intéresser à tout ce qui est randonnée. Renaud Charles, ce qui est certain en tout cas, c'est que la région Île-de-France, elle attire chaque année plusieurs millions de visiteurs, plusieurs millions de touristes du monde entier. On vient voir la Tour Eiffel, on vient voir Notre-Dame de Paris, on vient se promener également à Montmartre. Mais vous invitez dans vos lecteurs, justement, dans Enlarge Your Paris, eh bien, à sortir peut-être de cette vision qui est un peu, parisiano-centrée. En réalité, ce que vous démontrez jour après jour, c'est qu'il y a énormément de belles choses à faire dans tout le Grand Paris. Il y a les millions de visiteurs qui viennent de partout dans le monde, et puis il y a les 12 millions de Franciliens. 12 millions de Franciliens qui peuvent justement profiter de l'héritage des JO. L'héritage des JO, c'est quoi? C'est notamment les sites olympiques qu'on a vus à la télé et dans lesquels maintenant on peut faire du vélo. C'est-à-dire qu'on peut aller faire du vélo au Vélodrome national. Ça, personne ne le sait. On peut faire des baptêmes de vélo, de pistes sur la piste du Vélodrome national, là où les champions et les championnes ont concouru. Ce que vous dites, c'est que finalement, cet effet JO, il doit bénéficier avant tout aux Franciliens, aux gens qui habitent notre région. Avant tout, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont les premiers à en bénéficier. On le voit pour la baignade. Et s'il n'y avait pas eu les JO, très clairement, la baignade dans la Seine se faisait beaucoup plus tard qu'en 2025 pour tout le monde. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la baignade, c'est dans la Seine, mais c'est aussi dans la Marne, puisqu'il y a 4 sites de baignade à Maison-Alfort, à Saint-Maur, à Joinville et à, j'ai un trou, Champigny. Christophe Decloux, quand on parle de Paris, effectivement, et puis de tout le reste de la région, est-ce que vous diriez qu'une ville qui a une attractivité telle que celle de Paris, et on parlait tout à l'heure des touristes étrangers, est-ce que c'est un atout qui va profiter finalement aux autres sites dans la région, ou bien est-ce qu'à l'inverse, on a du mal à exister quand on est une commune qui a peut-être un château un peu moins connu, ou bien qui propose des randonnées par exemple, et qu'en fait, on est peut-être un peu bouffé par l'attractivité de Paris? Alors déjà, c'est notre rôle de faire de la promotion d'autres sites, des autres pépites de l'Île-de-France quand les visiteurs français ou internationaux viennent à Paris. Évidemment qu'on utilise tous la Tour Eiffel, je le dis comme ça parce que ça c'est figuratif, mais on les fait venir avec la Tour Eiffel et puis ensuite on les fait découvrir, comme vous le disiez, les autres de sites et pépites de l'Île-de-France. Ce qui est important, c'est surtout donner et inspirer et donner envie pour que les touristes reviennent. Donc c'est surtout les repeaters qui reviennent dans la destination, qui vont découvrir, passer une nuitée supplémentaire en Île-de-France en découvrant d'autres sites. Ça peut être Fontainebleau, évidemment. J'ai entendu Rambouillet tout à l'heure. Enfin, voilà, donc faire vivre. On parlera effectivement dans quelques instants. Il n'y a pas uniquement le château de Versailles à visiter. Il y a également des randonnées à faire. Et c'est vrai qu'on a envie d'insister aujourd'hui sur ce patrimoine naturel parce qu'il est important également en Île-de-France. Renaud Charles, justement, il y a de multiples randonnées là aussi. Et vous les avez d'ailleurs documentées dans votre média. Et oui, effectivement, la culture, ça ne se contente pas uniquement à la visite de châteaux, à la visite de grands domaines, à la visite de cathédrales, par exemple. Quels sont justement les principaux atouts de notre région? On le sait peu, mais l'Île-de-France, c'est une région qui est recouverte à 75% d'espaces agricoles et forestiers.
on imagine l'Île-de-France comme une mégapole, comme Mexico ou Sao Paulo, mais en fait, c'est déjà une région naturelle et agricole. Et dans ces espaces naturels, on trouve les parcs naturels d'Île-de-France, les parcs régionaux d'ailleurs, qui sont au nombre de 4, qui recouvrent une surface de 3000 km², donc de nature totalement préservée, dans lesquels on trouve une dizaine de chemins, de sentiers, de grandes randonnées, parce que là aussi, ce qu'on sait peu, c'est qu'on peut randonner en Île-de-France. Nous, on en fait la preuve quasiment chaque week-end parce qu'on organise des randonnées pour nos lecteurs, donc ils peuvent aller s'inscrire gratuitement sur Enlarge Your Paris. Et là encore, ce qu'on ne se figure pas, c'est que c'est sans doute, l'Île-de-France, la meilleure région pour randonner. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut aller d'une gare à l'autre. Ce qu'on ne peut pas faire dans une région autre que l'Île-de-France. Il y a 300 gares en dehors de Paris. Donc on peut facilement cheminer d'une gare à l'autre en faisant 15-20 km. Et ça, il n'y a aucune autre région au monde qui le propose. Qui permet effectivement, avec un réseau comme celui-là, qui est extrêmement élargi. Vous disiez que vous avez testé beaucoup de randonnées. Dites-nous justement, celle que vous conseilleriez, par exemple, là, comme ça, si vous deviez en citer une ou deux à nos téléspectateurs. Il y en a une qui est incroyable, qui autour de La Roche-Guyon. On monte sur... alors, moi, quand je vois ces images-là, j'ai l'impression de voir des meringues géantes. On est au bord de la Seine et il y a les falaises calcaires qui tombent quasiment dans la Seine. Et je crois que c'est le GR2 qui passe sur donc, les balcons de la Seine et qui va... on peut aller de Mantes-la-Jolie jusqu'à Bonnières, je crois, sur Seine. Et là, marcher entre Bonnières... S'il y a 2 gares, Mantes et les Bonnières, où on va jusqu'à Giverny. Et là, on prend le GR2 et on a des vues... mais époustouflante et qu'on n'imagine pas à 50 km précisément du périphérique. Avec des randonnées qui d'ailleurs se font parfois au départ même de Paris. Christophe Decloux, l'Île-de-France regorge de parcours en réalité. Énormément, et puis on a beaucoup de nouveaux sites, en tout cas, qui ont été réhabilités, rénovés. Je pense au domaine de Villarceau, qui a été inauguré jeudi dernier par la présidente de région, qui est opéré par la région Île-de-France et qui accueille les jardins ouverts et qui est une nouvelle expérience pour les franciliens et qui est exactement dans l'endroit dont vous parliez tout à l'heure et qui est franchement absolument époustouflant en termes de rénovation. Benjamin Martini, vous aviez, Tolt, comme on vous appelle dans le milieu, j'allais dire, vous aviez consacré justement une série de vidéos il y a quelques années sur ces randonnées, sur ces propositions qu'il y avait à moins de 100 km de Paris, et vous en aviez trouvé énormément. Ben oui, c'était justement au sortir du Covid, quand il y avait cette limite des 100 km. Et donc je me suis dit, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, donc autant en profiter pour découvrir et faire découvrir les randonnées qui peuvent se faire autour de Paris. Et pour moi, c'était une vraie découverte, parce que c'est vrai que comme j'ai eu la chance d'avoir un père breton, une mère méridionale, c'est vrai qu'on se baladait plus souvent en France, de façon plus générale, que forcément en Île-de-France. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert en Île-de-France ? Et ben justement, j'ai découvert la fameuse randonnée des coteaux de la Seine, qui est, je confirme, absolument sublime. Je pense que c'est ma préférée en Île-de-France. Il y en a une autre qui est très sympa sur les bords de la Marne, et parce qu'on ne le sait pas, mais il y a du champagne aussi en Île-de-France. Il y a quelques petites parcelles de champagne, et donc ça permet de randonner au milieu du Champagne et sur les bords de Marne. Donc c'est clair qu'en Île-de-France, il y a il y a une multitude de randonnées et d'expériences à vivre. Ouais, qu'est-ce que vous conseilleriez justement aux amoureux de la marche qui nous regardent et qui se disent oui, mais en même temps je ne sais pas forcément par où commencer, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de parcours effectivement, mais où est-ce que je peux aller vraiment si j'ai peut-être simplement 1 heure ou 1 heure et demie devant moi? Eh bien c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. Alors 1 heure, 1 heure et demie, ça va plus être des balades certainement plus à Paris ou autour d'une ville, donc ça j'en ai pas beaucoup testé, mais pour des randonnées de 3-4 heures, il y en a une qui part justement de Paris depuis le Bois de Boulogne pour aller jusqu'à Versailles, que j'ai testé, qui est génial. Et sinon, je pense que des médias spécialisés comme Enlarge Your Paris ou d'autres médias spécialisés rando, honnêtement, il y a une multitude de contenus pour s'inspirer, et avec toutes les informations pratiques, etc. Donc aujourd'hui, avec Internet et maintenant en plus avec l'IA, etc., je pense que c'est très très simple de trouver des informations. Alix Bougeret, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez tout particulièrement à la région, mettre en avant évidemment nos joyaux architecturaux, et on ne les oublie pas, mais il y a également beaucoup de choses sur le plan naturel à mettre en avant.
Absolument. C'est d'ailleurs l'objet de l'opération que vous citiez en préambule, les jardins ouverts en Ile-de-France, parce qu'il y a des joyaux un peu partout dans notre très belle région et beaucoup de méconnus finalement. Donc c'est l'opération qui a été lancée il y a 9 ans. C'est la 9e édition qui a été inaugurée la semaine dernière. Et qui a commencé samedi dernier, effectivement, le 5 juin. Tout à fait, le 5 juin à Villarceau, donc ce joyau du Vexin. 5 juillet, bien évidemment. 5 juillet, pardon. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Et donc voilà, donc cette opération des jardins ouverts, l'idée c'est d'aller justement vers ces lieux où on ne serait pas allé peut-être naturellement. Oui. Et pour aller découvrir des animations culturelles pour le coup. On ne découvre pas que des sites naturels, mais l'opération mix culture et nature. Et des animations effectivement qui sont proposées, on va y revenir en détail. Renaud Charles, on tient effectivement à la région de la... Absolument, et vous allez nous détailler d'ailleurs certaines programmations culturelles. Renaud Charles, c'est vrai, il y a certains lieux qui sont quand même plus prisés que d'autres en réalité. Comment l'expliquez-vous et justement comment compenser ça pour faire en sorte que tout le monde quelque part profite de cet afflux touristique que nous évoquions tout à l'heure avec Christophe Decloux? Paris fait rêver le monde entier, donc on a tous envie de vivre Paris, de découvrir Paris et... Très clairement, enfin nous c'est le constat qu'on a fait il y a 12 ans en créant Élargir Paris, c'est qu'il manquait vraiment d'informations sur la culture, les loisirs en banlieue. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de combler à notre échelle, mais on parle d'imaginaire aussi. Si je vous cite la basilique Saint-Denis et que je vous demande combien de visiteurs visitent chaque année la basilique Saint-Denis, comme ça, dites-moi au hasard, quelque chose, le chiffre qui... Très très compliqué de vous dire. Un peu plus quand même. Sur une année ? Sachant que Notre-Dame, on est sur 12 millions, 13 millions, quelque chose comme ça. Allez, 50 000 ? 120 000, 130 000. C'est-à-dire qu'en 2 matchs au Stade de France, il y a plus de gens qui vont à Saint-Denis qu'à la basilique, nécropole des rois et reines de France. Si cette basilique est dans Paris, elle fait 10 millions d'entrées. C'est-à-dire qu'il y a une question d'imaginaire. On est à Saint-Denis. Donc, voilà, c'est pas un problème d'accès. Il y a le métro qui arrive au pied de la basilique. Donc, et la gare qui est pas loin. Donc, quel imaginaire on a de ces territoires, c'est vraiment l'enjeu. Et quand on parle de nature, on regrette qu'il n'y ait pas de Central Park à Paris. Mais en fait, tout dépend quelle échelle de Paris on regarde. C'est-à-dire que des Central Park, en effet, il n'y en a pas un, il y en a 3. Des parcs plus grands que Central Park, il y a le parc de la Courneuve qui fait 410 hectares, c'est 70 hectares de plus que Central Park. Il y a le parc de Saint-Cloud qui fait 460 hectares. Et le géant, c'est le parc du château de Versailles qui lui fait 850 hectares. On peut s'y promener gratuitement. Alors le château de Versailles en ce moment, il y a des parcelles qui sont, des lieux qui sont limités parce qu'il y a les grandes eaux, mais c'est qu'une partie des 800 hectares. Donc voilà, c'est une question d'information, d'accès à l'information et d'imaginaire. Mais les lieux sont là, les pépites, comme vous disiez, sont là. Il faut juste les raconter. Comment justement les raconter, Christophe Decloux, vous qui êtes un professionnel du tourisme, c'est votre travail précisément de mettre en avant ce patrimoine architectural, ce patrimoine culturel. À l'instant, Renaud Charles évoquait effectivement, c'est un bon exemple, la basilique de Saint-Denis. Comment faire pour qu'elle retrouve sa splendeur, y compris dans l'imaginaire des Français, des étrangers, en tous les cas de tous ceux qui viennent ici en Ile-de-France pour la visiter? Nous, on crée du contenu, alors on s'appuie avec beaucoup de partenaires, du contenu inspirationnel. Nous, on veut, au lieu de faire du marchand, faire vraiment de l'inspirationnel, afin qu'on donne envie à nos visiteurs de découvrir d'autres endroits. Donc après, on a par exemple un jeu pour les familles qui s'appelle Paris Région Aventure, qui permet, il y a 60 aventures, qui permet d'aller découvrir avec ses parents. Du coup, c'est un jeu qui est plutôt de 7 à 12 ans, aller découvrir, aller collecter des personnages et en découvrant toute une destination. Et c'est dans 60 aventures différentes qui sont plutôt thématisées ou géolocalisées. Et là, ça permet aux familles, donc on l'a fait pareil comme vous à la sortie du Covid, pour que les Franciliens puissent découvrir la destination. Après, notre rôle, c'est sur les réseaux sociaux, dont on a sur notre compte Instagram, sur le compte X ou aussi Facebook, même si ça fait un peu boomer Facebook maintenant. Mais voilà, on continue à mettre en avant. Mais c'est vrai que lorsque l'on crée ce type de contenu, on voit que ça fonctionne. Et vous en êtes l'exemple parfait, Benjamin Martini. Comment expliquez-vous précisément le succès de vos vidéos? Alors c'est certainement dû au talent de leur auteur, mais enfin c'est vrai quand même que quand on voit que l'imaginaire est bien créé, qu'il y a un récit derrière, tout de suite ça attire les gens. Je pense que déjà le Covid a quand même changé un peu la manière d'aborder
la façon de voyager, de découvrir chez beaucoup de Français, pas tous, parce que voilà, je veux dire, aujourd'hui on voit que le trafic aérien aussi est en plein boom, donc il n'y a pas juste les mobilités locales qui explosent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, moi je l'ai constaté à mon échelle très personnelle et je l'ai constaté aussi autour de moi, il y a quand même un regain d'intérêt pour la randonnée, pour les activités plein air. Et donc, effectivement, nous, on a des vidéos parfois quand on parle de randonnée, de voyage à vélo ou de voyage en train qui vont faire des millions de vues. Je ne suis pas certain que ça aurait été le cas il y a 5-10 ans. Donc, vous êtes d'accord avec ce qui est dit, Renaud? Charles, la culture, ça commence par sortir de chez soi. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. En réalité, si on part à 4-5 arrêts de RER, on est déjà en train, quelque part, on est en plein dans la culture. C'est une forme de culture, c'est la nature. Ça peut être des randonnées, ça peut être également les jardins ouverts, on va en parler dans un instant. Mais ça fait partie de ce patrimoine culturel. Je vais vous livrer un scoop. Des week-ends, il y en a tous les week-ends. Et donc, on va pas jusque-là, partir... je vous suis. On est d'accord. On ne va pas partir tous les week-ends, ne serait-ce que dans la région d'à côté. On a quelque chose qui est absolument magique, qui s'appelle le Pass Navigo. Et le Pass Navigo, en fait, c'est presque un vecteur d'identité francilienne. C'est-à-dire que c'est grâce à ce pass transport, qui est le même pour tous, qu'on va s'approprier la région. Avant, il y avait des zones, donc on ne s'aventurait pas forcément dans une zone qui n'était pas desservie par sa carte orange. Là, aujourd'hui, avec ce Pass Navigo dézoné depuis 2014, je crois, 2015, on peut vraiment s'emparer de la région. Et puis, nouveauté, depuis le 1er janvier 2025, c'est le ticket à 2,50 €. C'est-à-dire que la région est devenue une ville qui mêle nature et urbain. C'est-à-dire qu'avec ce ticket à 2,50 €, on a fait de la région Île-de-France une ville à la fois pour ses habitants et pour les touristes. Et comme on est tous des touristes, en fait, ce ticket à 2,50 € et ce Pass Navigo nous permettent de profiter, mais de programmation gratuite comme ce que vous faites en ce moment à la région avec les jardins. Benjamin Martini, vous insistez également beaucoup dans vos vidéos sur l'importance du voyage bas carbone. Là, on est en plein dedans. Ah, on est en plein dedans, là. C'est des trains courte distance, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Et c'est vrai, effectivement, aujourd'hui, avec le Pass Navigo, moi j'ai pu tester des micro-aventures. À l'époque, je pense que les tarifs étaient un peu différents, mais pour 5 € seulement, on pouvait aller vivre quelque chose de très dépaysant, aller faire une activité sportive, une activité de pleine nature. Ça, c'est le fameux concept de micro-aventure. D'ailleurs, on le voit à l'écran à l'instant, que vous aviez mis en avant, effectivement, à l'occasion de cette série. Exactement, ouais. L'idée, c'était de montrer que... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'on parle forcément beaucoup de voyage bas carbone et donc d'écologie, et il y a un peu cette idée selon laquelle il faut être riche pour être écolo. Alors, justement, la première réponse qu'on apporte à ça, c'est qu'au contraire, voyager en Île-de-France, voyager localement, en train, à vélo, à pied, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt très abordable. Donc en fait, ce qui coûte cher, c'est surtout les vacances lointaines. Et effectivement, si on veut partir loin, il faut avoir les moyens. Alors qu'en France, on a quand même la chance de pouvoir découvrir des choses extraordinaires à moindre coût, sans passer beaucoup de temps dans les transports. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros atout. Christophe Decloux, vous le ressentez, ça, il y a une dimension aussi de conviction écologique lorsque l'on se dit, eh bien, je ne vais pas forcément prendre l'avion, je ne vais pas forcément prendre ma voiture pour aller faire des milliers de kilomètres, mais je vais aller en réalité à quelques arrêts de métro et je vais passer un très bon moment en famille ou pas. Oui, en fait, il y a beaucoup de régions qui font ça, qui mettent en place. Alors nous, on a le Pass Navigo pour les Franciliens, pour qu'ils puissent évidemment découvrir ou redécouvrir la destination. Après, on a un petit sujet du dernier kilomètre, parce que le transport public n'arrive pas devant la maison Cocteau ou arrive pas devant le château de Vaux-le-Vicomte, donc voilà, il faut qu'on s'améliore sur le dernier kilomètre, mais nous c'est quelque chose qui est important pour nous, car on a la moitié de nos visiteurs, on en parlait, qui sont internationaux, viennent par avion. Une grosse partie viennent par avion. Donc ils ont déjà une empreinte carbone assez importante. Donc nous, notre but, c'est qu'ils arrivent, entre guillemets, à effacer leur empreinte carbone quand ils sont en Île-de-France, à Paris, en vélo, dans le métro, le RER, comme vous le dites, parce que beaucoup de marchés lointains ne peuvent venir qu'en avion chez nous. Alors il y a une très bonne manière d'effacer son empreinte carbone, c'est de participer donc à cette 9e édition des Jardins ouverts. Ça a débuté, on le disait, le 5 juillet jusqu'au 31 août. Ça dure près de 2 mois chaque année. Donc la région met en avant une programmation culturelle qui est importante, qui est foisonnante, avec plus de 200 projets, plus de 200 jardins qui sont concernés en Île-de-France, avec toujours cette ambition, donc concilier culture et nature.
Absolument. Et je suis entourée de très bons ambassadeurs d'ailleurs de la région Île-de-France et de l'avancée qui a été portée et de ses atouts, notamment en matière de transport, parce je reviens là-dessus 30 secondes, parce que c'est vraiment un atout majeur. On pense tout de suite au travail, la facilité pour aller sur son lieu de travail, etc. Mais c'est aussi fait pour que les Franciliens, les touristes puissent se déplacer et découvrir des lieux atypiques dans toute l'Île-de-France. Et justement, donc, des lieux, il y en a plus de 200. Sert à ça. Et il y en a plus de 200, il y en a 50 nouveaux cette année, donc pour cette 9e édition qui a été effectivement inaugurée par Valérie Pécresse le 5 juillet dernier. 50 nouveaux, et puis les autres très emblématiques qui étaient déjà présents, c'est plus de 500 animations qui jusqu'au 31 août vont avoir lieu dans différents parcs, lieux plus ou moins connus, parce que c'est un petit peu ça aussi la nouveauté, avec une thématique sur le vivant, qui est le thème de cette 9e édition. Avec donc 250 lieux environ, des dizaines d'artistes également qui vont se produire. L'idée, c'est vraiment de créer ce côté nature, architecture et également programmation artistique. Quels sont les événements incontournables de cette 9e édition ? Effectivement, parce que cette année, il va y avoir même des résidences d'artistes dans certains lieux. Donc l'artiste va pouvoir prendre un peu possession du milieu naturel dans lequel il est pendant une durée un peu longue, et donc pouvoir créer, proposer des choses aux passants, aux touristes et à ceux qui se déplacent. J'invite vraiment à aller sur le site de la région et le site de cette opération, parce que vous avez une carte interactive. Là aussi, c'est une autre manière de découvrir la région, une carte interactive qui est très bien faite. Alors, qui permet de découvrir tous les lieux. Qu'est-ce qu'il faut cocher dans son calendrier, justement, parce que là, on a dit qu'il y a plus de 200 J'ai une petite affection, effectivement, pour le domaine de Villarceau. Ça dépend de votre emploi du temps. À mon avis, regardez votre week-end et fabriquez-vous votre voyage francilien. Non, il y a évidemment des lieux emblématiques comme Villarceau. Exactement. Il y a des lieux emblématiques comme Villarceau, il y a l'abbaye de Maubuisson aussi dans le Val d'Oise. L'idée, c'est d'aller vraiment vers la Grande Couronne aussi. Le parti pris de la région et de la présidente, c'est vraiment de tirer la culture, pas hors Paris, parce que Paris sera toujours un haut lieu, et c'est l'élu parisienne qui vous dit ça, de culture, mais de pouvoir amener la culture hors les murs et et que tous les Franciliens, même en zone rurale, puissent en bénéficier. La maison Elsa Triolet à Ragon aussi, par exemple dans le Val d'Oise, la ferme du Buisson en Seine-et-Marne. Et puis après, il y a ces nouveaux lieux qui sont plutôt des friches urbaines, des jardins partagés. Les nouveautés de cette année. Voilà, c'est ces lieux-là, en Seine-Saint-Denis, à Argenteuil, à Vitry, où des sites ont été un peu peut-être plus intimistes, peut-être moins connus, mais où les gens pourront profiter. Mais je pense qu'il faut mixer les deux, à mon avis, faire les grands sites emblématiques franciliens. Tout à fait. Vous balayez toute la région, ça fonctionne bien, les Franciliens répondent présents, en tous les cas ils étaient très nombreux l'année dernière. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas cette année. Mais je pense que les gens ont une appétence et une envie déjà de culture. Là, c'est une occasion de découvrir des expositions, des concerts, des lectures, et puis ils ont la même appétence pour la nature, donc la combinaison elle est juste parfaite en fait. Vous découvrez dans des sites que vous connaissez ou que vous redécouvrez, vous avez une exposition, un peu de théâtre, un peu de... je pense que ça concilie en fait deux fortes envies des Franciliens, de la nature et de la culture. Et vous sentez qu'il y a une demande des Franciliens qu'on décentralise un petit peu les propositions culturelles, que l'on sorte un petit peu de Paris pour aller justement prendre un peu l'air. On parlait beaucoup de la canicule la semaine dernière et ça risque de revenir, hélas. Et je pense que les Parisiens ont aussi envie de prendre l'air. Il y a un effet canicule peut-être. Je pense certainement. Et les Parisiens ont aussi envie de sortir un peu du périph' et d'aller aussi découvrir d'autres choses. Donc c'est une opération qui est évidemment très bénéfique pour les Franciliens et ceux notamment de la Grande Couronne. Et puis c'est une manière aussi de faire sortir les Parisiens de Paris intramuros. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Benjamin Martini, vous pourriez faire une vidéo sur cette proposition culturelle? Écoutez, nous, on peut discuter avec tous les acteurs qui veulent promouvoir le voyage bas carbone. Après, forcément, nos services qui permettent de faire découvrir des offres ont un coût, donc tout est discutable. Nous, on est ouverts. En tout cas, la discussion semble avoir déjà commencé. Aussi, dans nos partenaires, dans la manière dont c'est construit, dans la diminution aussi du papier, etc. Enfin voilà, il y a plein autour de cette opération, donc on est tout à fait raccord. Est-ce que vous diriez, Renaud Charles, qu'il y a peu à peu une sorte de culture du Grand Paris qui s'est instaurée, qui est peut-être en train de s'instaurer peu à peu? C'est vrai qu'on parle encore une fois beaucoup de ce qui se passe à Paris, mais qu'en est-il du Grand Paris? Un jour, on arrêtera de faire la dichotomie entre Paris et la banlieue. Mais c'est vrai que c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. C'est complètement le cas, c'est la raison d'être d'Enlargeur Paris, très clairement. Les JO
ont déjà permis à l'échelle mondiale de montrer que Paris était plus grand que Paris, puisqu'on a vu les épreuves d'équitation à Versailles, on a vu les épreuves de canoë et kayak à Vertorcy, etc. etc. Ce qui va vraiment changer l'imaginaire et même les usages qu'on a de cette ville, c'est le Grand Paris Express. C'est-à-dire que demain, les lignes de métro qui sont en dehors de Paris vont totalement changer, faire bouger les frontières de Paris. Mais déjà, en fait, si on est juste sur l'imaginaire, il faut arrêter de penser une métropole comme Paris à l'échelle de 100 km². Si on compare Paris avec Berlin, Berlin c'est 800 km². Londres c'est 1600 km². New York c'est 900 km². C'est-à-dire que Paris, il faut le considérer comme un centre-ville. Et Tokyo, je crois que c'est 3000 km². Donc, d'ores et déjà, en fait, cette métropole, il faut juste qu'elle se raconte différemment. C'est pour ça que le récit, il est essentiel. En fait, l'information, il y a quelque chose dont je suis absolument convaincu depuis que je fais de la presse locale, c'est-à-dire que l'information est une forme d'aménagement du territoire. C'est parce qu'on va avoir accès à l'information qu'on va s'approprier et être acteur de son territoire. Christophe Decloux, ce sera le mot de la fin sur cette thématique. Vous avez évoqué le Grand Paris Express. Ça fait partie là aussi de cette stratégie précisément de décentralisation autour de Paris. Complètement. Je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Nous, on ne parle plus déjà de Paris ou en dehors de Paris. Nous, on parle en destination. Donc avec tous les offices de tourisme de la région, on parle de destination. Et la destination va même parfois au-delà même de la frontière administrative de l'Île-de-France. Chantilly, un Américain qui va à Chantilly, il vient à Paris, il n'est pas dans les Hauts-de-France. Ça n'a pas de sens. Parc Astérix, pareil, qui est quelques kilomètres au-delà de la frontière. Donc c'est vital même d'arriver à expliquer que la destination est assez grande pour déjà arrêter ce véhicule du surtourisme qui n'existe pas à Paris et en Île-de-France, et donc qui permet de réguler aussi certaines visites afin de redéployer, on va dire, tous les touristes sur toute la région. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas à tous les quatre, Alix Bougeret, Christophe Decloux, Benjamin Martini, Renaud Charles. Il n'y a plus qu'à se mettre à la marche peut-être pour les plus téméraires, ou simplement à se rendre dans l'une de ces 250 destinations. Animation donc proposée par l'opération des jardins ouverts. On en trouve un petit peu partout en Île-de-France. On a bien compris, et c'est jusqu'au 31 août. On parle de jardins, justement. Il y a un lieu où ils sont plus que jamais mis à l'honneur. C'est bien sûr dans les somptueux châteaux qui jalonnent notre territoire, de la nature à l'architecture. L'un n'empêche pas l'autre, et bien au contraire, on en parle tout de suite avec Geoffroy Caillé. Et j'accueille Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Je vous laisse vous installer sur ce plateau, cher Geoffroy. Quand je parle de château et d'architecture, je vois que vos yeux s'enthousiasment, Geoffroy. Il faut dire qu'il y a de quoi faire, en Île-de-France cet été. On a quand même bien été obligé d'en sélectionner un certain nombre pour cette émission. On va commencer, si vous le voulez bien, par le château de Rambouillet. Vous avez insisté, vous avez visité, plus précisément, la laiterie de Marie-Antoinette, cette fameuse laiterie de la Reine qui a rouvert il y a quelques semaines avec son mobilier d'origine. On va en parler. Un mot d'abord quand même sur ce château de Rambouillet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de son voisin à Versailles, mais Rambouillet c'est également un lieu de résidence royale, ça l'a été, marqué par l'histoire, et c'est un véritable joyau d'architecture. Oui, l'histoire des rois de France et de Rambouillet commence tôt, un peu par hasard, quand François Ier y meurt en 1547, parce qu'il se sent mal au cours d'une chasse, et son château de Saint-Germain est trop loin, donc il s'arrête dans ce château qui appartient à une famille noble, et il meurt dans ce qu'on pense être la grande tour actuelle du château, qu'on visite toujours aujourd'hui, parce que c'était la pièce la plus importante de la maison. Alors on n'a pas mis de plaque à l'emplacement de la mort du roi, mais on pense que c'était dans cette grande tour. Et c'est le premier lien que ce château a eu réellement avec la royauté. Oui, parce qu'il est resté dans les mains de la même famille pendant tous les siècles qui ont suivi, et c'est seulement en 1783 que Louis XVI achète ce château, qui devient une propriété de la couronne, et il se met à beaucoup aimer Rambouillet, qui le change de Versailles, contrairement à Marie-Antoinette qui est très attachée à Versailles. Louis XVI, lui, se sent très bien à Rambouillet, il y fait faire des travaux, et puis ensuite, après Louis XVI, pour ce qui concerne vraiment le château proprement dit, c'est Napoléon qui va s'installer à Rambouillet également, et qui va faire aménager ce qu'on voit aujourd'hui, qui a été restauré il y a 2 ou 3 ans, une charmante petite salle de bain
tout à fait dans le style empire, avec des peintures en médaillon sur les murs, une sorte de salle de bain de rêve, si vous voulez, et qui contraste avec l'aspect, on le voit à l'écran, encore assez médiéval du château. Rambouillet a un aspect comme ça, un peu de briques et de broc en apparence. Il a beaucoup d'allure, mais en réalité, il porte la marque vraiment des différentes constructions qui s'y sont succédées. La dernière étant la volonté du président Auriol, à la fin des années 40, de le transformer pour en faire une résidence qui accueille les hôtes du président de la République. Résidence donc royale, résidence impériale, résidence présidentielle, et on le voit effectivement, vous avez visité ce château pour nous, cher Geoffroy, et bien effectivement que chaque période a marqué de son empreinte ce château, on le voit lorsqu'on le visite. Oui, vraiment, c'est pas tant à l'extérieur, mais ça l'est également à l'intérieur. On voit des boiseries de chêne magnifiques du XVIIe siècle en bois brut. On voit cette petite salle de bain en pierre dont je vous parlais, qui est extrêmement léchée, extrêmement cosy. Et puis, il y a cette partie aménagée dans les étages par le président Auriol, qui est tout à fait dans le style des années 50, avec des couloirs qui ressemblent à des coursives de paquebots de luxe. L'idée, c'était vraiment que les hôtes de la présidence française se trouvent le mieux possible. Et donc, plusieurs créateurs, plusieurs designers des années 50 ont aménagé ces espaces de la façon la plus confortable possible. C'est moins grandiose que ce qu'on voit dans un château du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais ça ne manque malgré tout pas d'allure, et puis c'est extrêmement confortable, ce qui n'est pas négligeable quand on a à loger pour plusieurs jours ou semaines dans un château. On apprécie aussi d'y trouver du confort. Et on apprécie d'y trouver du confort, alors que c'est un château qui est chargé d'histoire. Il y a vraiment tout qui se mêle dans ce lieu. Aujourd'hui, il est réservé à la visite, ce château ? Alors, il a été ouvert à la visite, justement, il y a quelques années, et donc on peut se rendre compte par soi-même de ces différentes strates historiques, de ces différentes tranches de visite à l'intérieur. Et c'est vraiment, il faut aussi se rappeler que Rambouillet est, comme la plupart des très beaux châteaux d'Île-de-France, a le privilège d'être construit dans un parc magnifique, avec de belles perspectives, et également d'autres bâtiments dans ce parc. Vous avez parlé de la laiterie de la Reine, il y a aussi la chaumière au coquillage de la princesse de Lamballe, l'un plus l'autre avec l'eau qu'on aperçoit à l'écran, le parterre d'eau qui borde le château et les parterres de verdure forment un ensemble absolument exceptionnel, et on y accède vraiment depuis la ville de Rambouillet par le train. Si on vient en train par exemple depuis Paris, on traverse tout le centre-ville ancien, on passe devant l'hôtel de ville, le bâtiment rouge qui est en haut de l'écran, et on plonge comme ça vraiment au cœur de l'histoire. Et ça donne effectivement un décor absolument exceptionnel. Alors vous l'avez évoqué, Geoffroy, on parle de ce château, mais à quelques mètres de ce château, dans le jardin, se trouve ce que l'on appelle la laiterie de la Reine, la laiterie de Marie-Antoinette. Elle a fait l'objet d'une importante restauration ces dernières années. Elle rouvre au public cet été. On en dit un mot dans un instant, mais d'abord je vous propose de découvrir ce monument très particulier. Marine Carbalet l'a visité pour Bienvenue en Île-de-France. Bonjour Isabelle de Gourcuff. Bonjour et bienvenue à la laiterie de la Reine. Merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Commençons d'ailleurs par ce cadre. Nous sommes dans un écrin champêtre. Qu'est-ce qu'une laiterie vient faire là d'abord ? C'est en effet un cadeau qu'a voulu faire Louis XVI à Marie-Antoinette. Louis XVI, porte-acquéreur du château de Rambouillet en 1783, qui répond au goût de Louis XVI pour les sciences expérimentales. Donc à Rambouillet, elle s'exprime à travers la construction d'une ferme modèle, on pourrait dire aujourd'hui, et puis ici, la laiterie. La laiterie, donc c'est un ensemble arboré, ce qui fait 80 hectares environ, conçu sous une forme de montgolfière, donc là aussi une référence aux sciences, et à l'intérieur duquel on réserve la part belle à la dégustation du lait. On voit qu'on a un temple qui ressemble vraiment à un temple grec, un temple romain avec ses colonnes. Pas du tout de fenêtre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, on ne décèle rien. On pousse la porte et là on a une surprise.
entrant dans cette laiterie, on est surpris par la clarté, cet éclairage zénital qui nous tombe dessus tel un faisceau de lumière. Donc ça, c'est vraiment une architecture romaine, ici inspirée des termes de Dioclétien. Et la seconde chose, c'est bien sûr la blancheur, qui est une référence au lait, bien évidemment, et des bas-reliefs tout autour, avec ces 4 médaillons qui présentent les différentes étapes de la fabrication du lait et l'air. Alors, ce qui nous amène ici, c'est aussi l'actualité, qui est le retour du mobilier au sein de ce temple qui fait partie de la laiterie de la Reine. Dites-nous-en un peu plus. Alors, c'est en effet une petite révolution pour nous qui aimons les arts décoratifs et surtout le souhait que nous avons de présenter la laiterie telle que Marie-Antoinette l'a vue au moment de son inauguration en juin 1787. Il se trouve qu'il y avait un ensemble de sièges qui ont été réalisés par son ébéniste préféré, Georges Jacob. On voit du coup la laiterie autrement avec son mobilier. Et effectivement, ça a été une aventure que ce mobilier qui a quitté la laiterie dès 1793. Donc on imagine Marie-Antoinette dégustant son lait dans de la porcelaine de Sèvres, assise sur les chaises qui sont là, voilà, avec les dames de la cour. C'est un lieu qui n'a pas servi parce que Marie-Antoinette est venue à l'inauguration et elle n'est pas revenue après. Elle n'aimait pas Rambouillet. Alors on sait que le geste de Louis XVI a été de la séduire en lui faisant construire cette laiterie. Le fait est qu'elle n'a pas beaucoup dégusté ce lait parce qu'elle n'est vue que le jour de l'inauguration. Ça n'a pas suffi à la convaincre de revenir. Et puis la Révolution a éclaté finalement assez vite après. Moi, ce que je pense, c'est que c'était vraiment ici le château de Louis XVI plus que le château de Marie-Antoinette et qu'elle n'a jamais vraiment trouvé sa place ni cherché vraiment à la voir. Puis elle n'a pas totalement eu le temps non plus. Voilà. Donc là, nous sommes dans la salle de fraîcheur. La salle de fraîcheur, absolument. Accueillie par cette magnifique nymphe. Voilà, cette magnifique nymphe dans une grotte qui est très délicat. C'est le geste, personnage central qui à la fois cache évidemment ses seins mais trempe son pied délicatement dans l'eau. Voilà, c'est un ensemble qui a été en fait très fameux dès sa création. Il a été reproduit d'ailleurs sous différentes formes et au XIXe siècle. Il y a un système hydraulique qui se trouve à l'arrière, d'ailleurs un système d'origine qui est encore en place, qui permettait de faire rentrer l'eau dans les bassins et de faire dégouliner sur les rochers, faire ruisseler l'eau pour maintenir la fraîcheur. Ainsi, le lait était conservé, entre guillemets, ici, dans cette pièce. Oui. Et on pouvait le déguster à température agréable en plein été. Et ça représente vraiment le lait comme source de vie. Oui, voilà. Ça c'est la conclusion, si vous voulez, du programme de la mère nourricière. Alors, de là à dire que c'est une allusion au lait maternel et à la reine qui, comme vous savez, a mis du temps à voir ses enfants, était très proche de ses enfants et les élevait vraiment dans la conception du siècle des Lumières, c'est-à-dire avec un lien direct. Mais c'est vraiment une allusion qui est très directe. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Zegourkiv de nous avoir ouvert les portes de cette magnifique laiterie au cœur de Rambouillet. Magnifique laiterie de la Reine, donc au cœur de Rambouillet, au cœur des jardins du château de Rambouillet. Geoffroy, c'est un lieu extrêmement particulier, sorte effectivement de salon de dégustation construit presque sur mesure pour Marie-Antoinette. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un bar à lait. C'est un endroit où on dégustait le lait et les produits laitiers, donc le beurre, la crème, les fromages. Et Marie-Antoinette avait sa propre laiterie déjà dans le hameau de la Reine à Versailles, donc elle a eu du mal à se faire, même à ce petit joyau que Louis XVI lui a offert. En réalité, d'ailleurs, elle y est très peu. On pense qu'elle n'y allait qu'une fois. Alors après, à sa décharge, 1 an et demi, 2 ans à peine après, la Révolution éclatait. Donc de toute façon, elle n'aurait pas pu y retourner. Mais effectivement, vous avez cette petite laiterie qui est une manifestation du goût néoclassique pour déjà la mythologie romaine. Donc c'est une collision, si vous voulez, du goût pour le lait et des vertus hygiéniques du lait qu'on redécouvre ou qu'on découvre au XVIIIe siècle et qui est relayé par certains auteurs comme Rousseau, qui explique qu'il faut faire vivre les enfants au grand air et leur faire boire du lait, par exemple. Et le goût donc pour la mythologie, pour l'Antiquité, qui fait qu'on va goûter le lait et ses vertus dans ce petit temple de forme antique où tout doit rappeler le lait. Non seulement la fausse grotte au fond avec la nymphe et sa chèvre amaltée qui a nourri le petit Zeus enfant. On essaie toujours de trouver un exemple de la mythologie qui nous parle du lait, mais aussi avec les médaillons qui
qui ornent les murs et qui chacun exprime les vertus du lait, ou dans la première pièce, tout ce qui a rapport à l'activité d'une ferme, la tente des moutons, etc. Et voilà, c'est dans cette ambiance pastorale très prisée sous le règne de Louis XVI que se passait cette dégustation du lait. Et c'est en tout cas très réussi, avec un lieu beaucoup d'harmonie. On parle beaucoup du retour du mobilier. Dites-nous-en un mot. C'est vrai que sur ces images, en tous les cas, ça reste un décor quand même très sobre. Hein. Oui, c'est très sobre parce que le goût néoclassique privilégie la couleur blanche, qui en plus évidemment correspond à celle du lait dans le cas précis. Et donc les deux pièces sont ornées de petits médaillons sculptés dont je vous parlais, qui ont été retrouvés après bien des péripéties et après leur dispersion au moment de la Révolution. Mais vous avez aussi donc ce mobilier en bois, en acajou brut, pas peint pour le coup. Donc on assume de faire un contraste entre le brun de l'acajou et le blanc des murs, qui a été dessiné par Hubert Robert, le grand peintre de ruines, le grand peintre décorateur, qui a conçu l'ensemble de cette laiterie. Et ensuite, les sièges ont été sculptés par Georges Jacob, qui est le plus grand ébéniste du règne de Louis XVI. Et ce sont des sièges de style antique qu'on appelle à l'étrusque. À l'étrusque, à l'époque, ça désigne tout ce qui est d'inspiration antique et à l'image, si vous voulez, de tout ce qui est ressorti des villes d'Herculanum et Pompéi à partir des années 1730 et 1740 en Italie. Et donc, c'est ce mobilier qu'on a mis de la même façon des siècles à retrouver, qui a été finalement racheté par Versailles et qui arrive maintenant aujourd'hui à Rambouillet, si bien que la laiterie qu'on peut visiter aujourd'hui est à peu près complète de tous ces meubles et elle est telle que Marie-Antoinette l'a découverte en 1785 quand au bout de l'allée, la palissade de feuillage s'est écroulée et derrière, il y avait ce petit temple du lait que Louis XVI lui offrait. Dernier élément, Geoffroy, très rapidement sur ce château de Rambouillet à découvrir. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, cette chaumière au coquillage. De quoi s'agit-il? Alors c'est un peu dans le goût de la laiterie, on la voit à l'écran, c'est-à-dire c'est une petite construction dans un parc aristocratique, ce qu'on appelle une fabrique. Et une fabrique, ça on peut en prêter différentes formes. Le petit temple néoclassique pour le lait, mais dans le cas de la princesse de Lamballe, du pavillon de la princesse de Lamballe, une chaumière comme il y avait souvent autrefois dans les campagnes françaises, comme il reste encore ici ou là, notamment en Normandie. Et alors, en apparence, c'est la cabane du bûcheron dans La Belle au Bois dormant, on pourrait dire, quelque chose d'extrêmement paysan, rustique, très joli, mais tout sobre. Et dès qu'on rentre, on se retrouve dans une pièce unique, en forme de rotonde, comme l'extérieur ne l'indique pas. Et cette rotonde est entièrement tapissée sur ses murs de dizaines de milliers de coquillages qui sont incrustés dans la paroi. Ils ont été restaurés entièrement il y a quelques années et vous le voyez à l'écran, ils dessinent des médaillons, ils dessinent des formes, des stries. L'idée est d'obtenir des effets de couleur exactement comme si les murs étaient peints. Or, ils ne sont pas peints, je vous le dis, ce ne sont que des coquillages de toutes sortes. Il y a des coquillages exotiques, il y a des coquillages de nos littoraux comme en Bretagne ou en Normandie et l'ensemble forme un décor absolument éblouissant puisqu'il n'y a que des miroirs sur les murs et des coquillages partout ailleurs, si bien que les coquillages évidemment se reflètent dans les miroirs et l'effet est saisissant, d'autant plus quand on le compare à ce qu'on voit de l'extérieur. Alors on va se déplacer, Geoffroy, à quelques kilomètres maintenant de Rambouillet. On ne peut pas ne pas parler de Versailles quand même, d'autant que le château consacre cette année une nouvelle exposition en réalité virtuelle sur les jardins disparus du roi Soleil et je crois que ça vous a particulièrement plu. Oui, c'est une très belle animation qui a ouvert au printemps et qui jusqu'en janvier prochain propose de revisiter 3 des jardins qui ont disparu au cours de la période d'existence de Versailles, donc des jardins qui ont été créés sous Louis XIV et qui, soit sous Louis XV, soit sous Louis XVI, ont disparu parce qu'ils étaient trop coûteux d'entretien. À savoir donc la ménagerie, le labyrinthe et puis la grotte de Tétis, oui. C'est cela. Hein. Alors la ménagerie, c'est une ménagerie donc, qui a accueilli, comme au Jardin des Plantes par exemple, des animaux exotiques. On en voit à l'écran dans la reconstitution qui est proposée dans un petit pavillon à l'entrée des jardins, à gauche du château quand on arrive devant lui. Et dans cette pièce de 30 mètres carrés ont lieu l'une après l'autre ces 3 expériences virtuelles. On commence par la ménagerie avec des flamants roses, des tigres, tous les oiseaux de la création. Et tous ces animaux déambulent autour de vous. C'est une sorte de Jurassic Park, mais du XVIIe siècle. Et alors, c'est très saisissant parce que ces animaux étaient disposés dans des cours pour ne pas se mélanger. Ils étaient classés
par espèces. C'est l'époque presque de Buffon, où on s'occupe beaucoup, les scientifiques, la zoologie fait de grands progrès, on se préoccupe de classer les espèces. Évidemment, pour les visiteurs du roi, c'était un enchantement de voir tous ces animaux qui n'existaient autrefois que dans leur pays d'origine. Donc les voir réunis à Versailles, c'était un grand bonheur pour eux, et puis c'était aussi une grande fierté pour le roi de leur montrer ces animaux-là. Donc vous déambulez parmi eux, c'est absolument fantastique. On a par ailleurs un deuxième jardin, qui est le labyrinthe de Versailles. Le labyrinthe, il a été créé pour l'instruction du dauphin, fils de Louis XIV, et il était constitué d'un parcours entre de hauts murs végétaux, parcours qui faisait aller le promeneur d'une fontaine à l'autre, sachant que chaque fontaine était agrémentée d'un certain nombre d'animaux formés de statues de plomb qui représentaient une fable d'Ésope. Et ainsi, il y avait 39 fables représentées, et de bosquet en bosquet, de fontaine en fontaine, on passait d'une fable à l'autre. Chaque morale de la fable, comme chez La Fontaine bien sûr, était inscrite sur un petit écriteau à l'entrée du bosquet, et le visiteur se promenait selon un parcours initiatique qui lui permettait d'une certaine façon de progresser en sagesse de fontaine en fontaine, et à chaque fois en même temps d'émerveiller ses yeux au spectacle de ce qu'il avait devant lui. Et donc on revit, on déambule de cette façon-là dans le labyrinthe qui a disparu sous Louis XVI. Il ne reste plus rien aujourd'hui de ce labyrinthe, il ne reste pas plus rien. Que de la ménagerie et de la... Non, la ménagerie a été supprimée sous Louis XV, le bâtiment a été détruit en 1900, et quant au labyrinthe, il a été supprimé et détruit sous Louis XVI, parce que son entretien était trop coûteux, et Louis XVI l'a fait remplacer par l'actuel bosquet de la Reine. Et ça rend en tous les cas cette visite en réalité virtuelle d'autant plus saisissante. Un dernier mot très rapidement en quelques secondes sur cette grotte de Tétis également. Oui, la grotte de Tétis, elle était destinée à abriter des sculptures qui existent toujours, qu'on admire aujourd'hui dans le château, qui sont le groupe de Apollon servi par les nymphes et des deux groupes des chevaux du soleil qui l'encadraient à droite et à gauche. Mais à l'époque, ces trois groupes n'étaient pas dans le château, n'étaient pas non plus dans l'actuel, leur copie en tout cas, dans l'actuel bosquet des Bains d'Apollon. Ils étaient dans ce petit palais à l'italienne attenant au château, dont le toit avait une fonction pratique. Il soutenait le réservoir d'eau qui alimentait les jardins de Versailles. Et donc on déambulait, comme on le voit à l'écran, on voit le roi déambuler, dans ce petit palais à l'italienne, dans cette petite loggia ouverte sur l'extérieur, remplie de ces sculptures, remplie de bruits frais émanant des fontaines. Et c'était un endroit délicieux où on prenait où le roi pouvait prendre le frais, ainsi que ses invités. Lui aussi a été détruit après 20 ans parce que le roi a voulu étendre le château, et comme cette partie était attenante au château, il a fallu malheureusement l'abolir pour pouvoir donner à Versailles un plus grand développement. Détruit mais totalement reconstitué, donc si je puis dire, dans cette exposition en réalité virtuelle. Il nous reste 2 minutes 30 pour dire un mot d'une autre reconstitution qui là aussi est vraiment saisissante. Troisième proposition, la visite des jardins du château de Dampierre en Yvelines. C'est vraiment une reconstitution formidable pour des jardins recréés totalement à partir des travaux de l'architecte Lenôtre. Oui, comme dit le directeur général du domaine Séverin des Mazeries, à Dampierre en Yvelines, il y a la main de Lenôtre et l'œil de Mansart, ou inversement, c'est-à-dire que vous avez un très beau château du XVIIe siècle qui est l'œuvre d'Ardouin Mansart, l'architecte qui a travaillé notamment à Versailles, et vous avez des jardins de Lenôtre également comme à Versailles. Et le domaine qui appartenait à la famille d'Albert de Luynes depuis 350 ans a été racheté par l'entrepreneur Francky Mullier en 2018, qui a vraiment œuvré de façon magnifique pour refaire d'abord la couverture du château, et ça c'était en 2019, et dans la foulée, une première très grande tranche de jardin, on le voit à l'écran, c'est-à-dire le parterre sud, que l'on peut visiter aujourd'hui. C'est ouvert depuis le mois de juin de cette année, c'est vraiment une très belle visite à faire sur une journée, et là vous pouvez, sous vos yeux, voir renaître vraiment ce qu'est un très beau jardin à la française, sachant que le jardin avait disparu au moment de la Révolution. Il a été converti simultanément ou successivement en potager, en friche, en jardin à l'anglaise. C'est vrai que ça a bien changé, parce que là on en est loin de la friche. On en est très très loin. Il a fallu un travail considérable, que vous imaginez, de nivellement, de redécouverte des anciennes structures des jardins, avec des fouilles archéologiques, pour retrouver, ainsi qu'avec l'aide de gravures, les fondations d'origine, le tracé d'origine. On les avait pas vus comme cela, les jardins, depuis la Révolution.
depuis la Révolution, on n'a pas vu le jardin de Lenôtre tel qu'il avait été conçu par le grand jardinier du roi, et en l'occurrence qui s'est mis à cette époque-là au service de la famille de Luynes. Et donc Francky Mullier a vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel avec cette tranche de travaux dans un parc qui fait 400 hectares clos de murs. On peut vraiment se rappeler ce qu'est un très beau jardin à la française, c'est-à-dire un ensemble, une harmonie entre un bâti, qui est le château lui-même, et son double végétal, qui est le jardin. Cet effet miroir, effectivement, entre le jardin et le château. Il y a un effet miroir entre les deux qui est prolongé, accentué par les bassins d'eau. Il y a à peu près 10 bassins dans ce parterre sud. Et vous comprenez que l'art du jardin à la française, c'est à la fois une magnifique construction optique, puisque tout est fait pour que l'œil ait sous les yeux une splendide harmonie, et en même temps une forme de construction intellectuelle, parce que cette harmonie est tellement satisfaisante qu'elle ressemble à une belle pensée logique, à une belle proposition qui vous viendrait à l'esprit. C'est vraiment un équilibre parfait qui est vraiment au cœur de l'art classique français. Et ça donne envie, Geoffroy, de découvrir le château qui n'est pas encore ouvert à la visite. Non, le château ouvrira dans quelques temps, peut-être 1 an ou 2, quand le propriétaire aura terminé cet aménagement extérieur et qu'il aura pu disposer à l'intérieur sa propre collection d'objets d'art. Et là, vous aurez droit à une visite absolument complète, à la fois un très beau château avec ses intérieurs et des jardins absolument splendides qui sont le meilleur de l'esprit français. Merci beaucoup Geoffroy Caillé, ça donne envie d'y aller, ça donne également envie de découvrir ce reportage également dans le Figaro Histoire que vous consacrez donc à cette formidable reconstitution à découvrir donc dans le prochain numéro du Figaro Histoire qui est en kiosque dès le 30 juillet et que l'on recommande bien sûr sans aucune réserve. Merci beaucoup. Merci Timothée. Geoffroy Caillé, merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue en Ile-de-France, c'est terminé pour ce soir. Demain vous retrouvez Damien Canivez à la présentation. Excellente soirée à tous sur le Figaro TV.